L'Afrique à Londres, voilà notre sujet aujourd'hui à la faveur de l'organisation d'un forum dont nous allons largement vous parler. Nos deux invités sont là pour vous mobiliser. Madame, monsieur, bonjour, bonjour messieurs. Bonjour. À ma droite, monsieur Théodore Kinkoutsi, vous êtes président de l'Union des Africains. Nous allons avoir l'occasion de parler aussi de cette association. Merci pour votre présence sur nos plateaux. Et arrivé fraîchement d'Angleterre, de Londres précisément, c'est David Lamon. Bonjour. Bonjour Lady. Entrepreneur de votre État, vous nous parlerez de votre entreprise. Mais je voudrais déjà vous laisser le soin d'introduire ce forum-là. De quoi s'agit-il ? Alors le 31 à Londres, on va organiser donc ce forum qui s'intitule London African Forum Development. Oui. Et le but, c'est donc de réunir différents experts, chacun dans un domaine particulier. Ça peut être sur l'économie, ça peut être sur les finances, ça peut être sur la gouvernance, ça peut être sur les questions juridiques, pour enfin, ensemble, penser les conditions d'une émergence globale de l'Afrique. London African Forum, avez-vous dit ? Oui. On va rappeler les dates pour nos téléspectateurs qui sont déjà en train de se ruer sur Internet pour réserver leur billet Eurostar. Alors c'est le 31. Le 31. Le 31 octobre. Et ça commence à partir de 13h et ça se termine à 21h. Où à Londres? Alors c'est à Canary Wharf. Canary Wharf, c'est le centre d'affaires, c'est un peu la City. Vous connaissez la City? C'est la petite City. Donc ça sera dans un grand hôtel. Et toutes les adresses sont mentionnées. Qui peut participer à ce forum? Qui peut participer? Toute personne désireuse de contribuer au développement de l'Afrique. Madame, vous voulez contribuer au développement de l'Afrique, où que vous soyez, vous pouvez partir en Angleterre. Je parle des femmes. Monsieur Kinkoutsi, vous m'avez vu venir. Quand on veut faire de l'investissement, quand on veut donner à l'Afrique sa place en Angleterre, ne faut-il pas compter avec les femmes aussi, quand bien même elles ne sont pas sur le plateau? Exactement, il faut compter sur les femmes. Et heureusement que pour l'organisation, il y a 3 femmes qui seront intervenantes pendant ces assises de Londres du 31 octobre. Parce que, sincèrement, pour parler de développement dans un pays ou dans une nation, il faut compter également sur le genre. Et cette question de genre se pose toujours dans nos pays africains. Et la femme a toujours été relayée au stade traditionnel, même après avoir passé 5 ans d'études universitaires. Nous, dans le cadre de notre association Union des Africains, nous travaillons pour la promotion également de la femme africaine, que ce soit en Europe, que ce soit en France ou encore dans les pays africains, dans divers domaines, que ce soit de la santé, la politique et ainsi de suite. Alors, pour parler de la politique, et puis on reviendra à la dimension économique, est-ce que aujourd'hui la question est réglée? Parce que souvent les hommes disent on n'a pas trouvé de femmes qui veuillent s'engager en politique, on voudrait tant qu'elles le fassent, elles ne veulent pas. Est-ce que dans votre association, la question est réglée? La question, elle est du temps réglée. Moi, je pense que ce n'est pas la question qu'il n'y a pas de femmes. Il existe des femmes. Le problème, c'est cette discrimination qui est traditionnelle chez l'homme africain en général, qui pense que la femme n'est pas à même de faire quelque chose. Hier, par exemple, en France, la question a déjà été révoluée, elle a déjà sa place. Aujourd'hui, nous trouvons des femmes françaises qui briguent des mandats assez importants. Je crois qu'en Afrique, la place de la femme en politique comme en économie, elle est toujours là, mais c'est l'homme toujours qui sous-estime la place de la femme. Or, aujourd'hui, l'expérience qui est la mienne, après avoir été enseignant dans des écoles secondaires, parmi mes élèves, filles et garçons, les plus intelligents, c'est des filles. Et vous verrez que ces filles ont beaucoup émergé également actuellement. Je pense que la femme a sa place, mais la question, c'est au niveau de l'homme qui est assez complexé, il faut le dire, que ce soit sur le plan politique, qui sous-estime également les capacités des femmes à agir en matière politique. Retour donc à ce forum. Qu'est-ce qui a motivé la création d'un tel forum, David? Alors on a constaté qu'en Afrique, il y a de la croissance économique, c'est vrai, dans tous les pays, que ce soit en RDC, au Cameroun. On le voit notamment avec des taux de croissance qui sont absolument colossaux, qui sont similaires à ceux de la Chine. Mais malheureusement, dans la société, on ne voit pas ces retombées, on ne voit pas comment le peuple africain peut profiter de cette belle embellie. Et alors on s'est dit qu'on va organiser un forum pour essayer de penser comment les peuples africains peuvent finalement se développer. Quand on parle de l'Afrique à Londres, c'est du moins le sujet que nous avons proposé pour parler en fondu de votre forum. L'Afrique est-elle efficacement, compétitivement présente en Angleterre? Parce qu'on sait bien que la diaspora est présente partout dans le monde, mais en termes de compétitivité, on parle là d'un forum économique. Est-ce qu'il y a seulement des registres qui leur sont réservés, ou est-ce qu'elle réussit à sortir de sa dimension de diaspora et à peser de tout son poids économique? De plus en plus, absolument oui. On voit de plus en plus de jeunes entrepreneurs
entrepreneurs. Comme vous? Comme moi, mais comme d'autres qui sont assez célèbres, hein, qui commencent à réussir, qui commencent à ouvrir, à avoir des entreprises qui ont une belle réussite en général. Donc je pense que petit à petit, on commence à avoir des bons résultats. Alors, des résultats, quels sont les secteurs d'activité vers lesquels cette diaspora se dirige? La formation professionnelle notamment, comme c'est mon cas. Beaucoup aussi au niveau des technologies. Et puis, c'est vraiment les deux exemples que je retiens le plus. Il y a beaucoup plus de réussite dans ce domaine-là. Afin que tout le monde comprenne mieux, parce que chacun peut-être aspire de son canapé à aller s'installer en Angleterre. Les choses sont peut-être simples pour vous qui y êtes aujourd'hui, mais est-ce que la diaspora africaine peut trouver plus facilement sa place, ou autant sa place en Angleterre qu'en France, par exemple? Elle le peut d'autant plus, je pense, parce que pour réussir en Angleterre dans le monde libéral, les conditions sont beaucoup plus souples. On le voit notamment dans la façon, dans les conditions d'ouverture, dans la question des taxes, des impôts. Il y a nettement moins de pression, comme c'est le cas en France. Et je pense qu'avec cette culture, en général, cette culture très entrepreneuriale, cette culture libérale, je pense que les Africains ont là un terrain favorable pour bien émerger, pour bien évoluer dans le monde de l'entreprise. Vous serez présent lors de ce forum, M. Kingouti. Pensez-vous que ce soit un message sur lequel il faille insister? Parce que finalement, pour les Africains, on va parler là de la francophonie, parce que la question de la langue se pose et nous ne pouvons pas ne pas l'aborder dans cette émission, fait souvent que l'Africain va se diriger vers la France, la Belgique, des pays où on parle le français, alors que monsieur nous dit qu'il y a des opportunités. Oui, les opportunités sont là parce que d'office, en Angleterre, c'est un pays qui est quasi libéral en matière de business, par exemple. Et vous l'avez dit en anglais, s'il vous plaît. En anglais, bon. Et que ces mesures permettent à tout le monde d'émerger. Le problème, c'est le problème de l'intégration, surtout pour les Africains d'origine des pays francophones. Oui. Posent trop de problèmes d'apprentissage d'anglais quand ils vont à Londres. Mais ceux qui sont issus des pays anglophones comme le Ghana, la Tanzanie, la Zambie, Afrique du Sud, ils intègrent facilement le milieu britannique et investissent facilement. Le cas de David, par exemple, je crois qu'il a eu intérêt d'aller s'installer à Londres, mais quand il était étudiant, il allait chaque fois en stage là-bas pour l'apprentissage de l'anglais. Et je crois qu'aujourd'hui, il a raison d'y habiter. Moi, j'encourage tout le monde qui veut apprendre l'anglais, que ce soit ceux qui sont des pays francophones comme des pays anglophones, et s'investir. Mais surtout, le problème aussi au niveau des Africains, au niveau de la diaspora, c'est le problème de la formation. Il faut se former. Je vois les cas de nos amis chinois, par exemple, qui ont une école ici de prépo, qui prépare les jeunes chinois à partir de chez eux, avant de venir en France, qui apprennent le français, 500 heures de français, et quand ils viennent ici, ils sont intégrés dans des écoles de commerce. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Notre migration, quand nous venons ici, chacun dans sa famille, dans son coin, dans un foyer, et on parle la langue maternelle, la langue de son pays. C'est ça le problème avec nous. On doit s'intégrer en fonction de ça. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que pour l'heure, vous nous direz ce qu'il en est, puisque vous vivez là-bas, pour l'heure, l'Afrique à Londres, c'est une Afrique majoritairement anglophone par la force des choses? Absolument, oui, parce qu'il y a forcément un passé colonial. Donc c'est nettement plus facile pour un Ghanéen ou un Nigérien de venir s'installer en Angleterre qu'un Camerounais ou un Congolais, à cause de la langue premièrement. Et puis après, il y a cette culture qui est différente dans la façon de travailler, dans la façon de penser l'entreprise. On n'a pas ça forcément, on n'a pas forcément intégré ça à l'école ou dans le cursus, l'expérience professionnelle. Et c'est nettement plus facile pour les anglophones africains de s'épanouir déjà en Angleterre que les francophones. Alors, vous qui êtes un cas d'école, puisque vous êtes francophone et installé en Angleterre et ont donc réussi cette mutation-là, que préconisez-vous? Y a-t-il un schéma de pensée purement français et donc francophone aussi, par voie de conséquence, qui fasse qu'arrivé en Angleterre, on ne soit pas en train d'avoir les bons réflexes, par exemple? Quand bien même on parle couramment anglais, d'ailleurs. Oui, je pense que le problème, c'est que dans le monde francophone, les gens ne pensent pas forcément à réussir par soi-même. Enfin, on se focalise sur le fait d'être employé, faire des études, rentrer dans une entreprise, évoluer dans cette entreprise-là, et on ne pense pas suffisamment le fait qu'on a un potentiel à apporter aux gens, une valeur ajoutée à apporter aux autres, notamment par la création d'une entreprise. Ça, c'est très peu courant. Alors que dans le monde anglophone, on se voit directement comme un acteur
économique potentiel. Comme quelqu'un qui apporte quelque chose et non pas qui tend la main. Voilà, qui tend la main. Et c'est ça la grosse différence. Alors maintenant, pour pallier, peut-être, je préconiserais, moi, le fait de passer du temps dans un monde anglophone. Que les étudiants, au travers des stages, aussi on peut faire vous savez, comme passer une année dans un pays anglophone. Des immersions linguistiques. Des immersions linguistiques. Oui. Moi, je préconise ça. Au travers de ces courants, de cette richesse, de cette différence-là, je pense que les gens vont apprendre quelque chose de plus pour se développer. Alors, tout n'est peut-être pas rose en Angleterre non plus. Quels sont les inconvénients? À quoi avez-vous dû être confronté vous-même au moment de cette, on va dire, de cette transposition, de cette transformation? Parti de France en tant qu'étudiant français, vous arrivez en Angleterre. Comment fait-on pour ne pas demeurer quelqu'un seulement de la diaspora, mais vraiment, monsieur parlait tout à l'heure d'intégration, rentrer dans le système? C'est assez facile en réalité. C'est pas très difficile pour moi. Pour moi, ça n'a pas été difficile de m'intégrer parce que je connaissais déjà, comme l'a dit tout à l'heure tonton Théo, je connaissais un peu le pays. Je suis allé plusieurs fois. Et puis, c'est aussi assez simple. Pourquoi? Parce que l'Angleterre est très ouverte en général. Ce sont des gens qui vous acceptent tels que vous êtes. Il n'y a pas de barrière culturelle. On accepte très bien, par exemple, les communautés, on accepte, voilà. Bien plus qu'en France, d'après vous? Nettement plus qu'en France. On le voit aussi dans les représentations. On le voit dans les différentes sphères professionnelles, que ce soit au niveau médiatique, où là, les gens qui émanent d'autres nations sont très bien représentés. Vous prenez par exemple la BBC, il y a au moins 3 ou 4 noirs journalistes. Quelque chose d'absolument presque impensable en France. On le voit au niveau de la représentation parlementaire. Là, vous avez des députés qui viennent avec, vous savez, qui viennent d'Inde, du Pakistan, qui viennent avec leur chapeau, leur turban. C'est quelque chose, ce n'est pas un frein dans le monde anglophone. Ce qui est important là-bas, c'est la compétence. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous pouvez apporter à la société, au pays. Et c'est ça qui est valorisé en Angleterre. Et c'est pourquoi si les gens, si des francophones veulent s'installer là-bas, le plus important pour eux de retenir, ce n'est pas du tout la couleur de peau ou l'origine sociale, c'est vraiment les compétences. Et juste une dernière chose pour terminer par une anecdote. Quand je suis arrivé, je n'ai pas directement commencé à travailler en tant qu'entrepreneur. J'ai eu un parcours classique, c'est-à-dire que je suis rentré dans une entreprise. Et avant ça, je faisais des recherches de travail. Et j'étais dans une agence particulière qui m'aidait à m'insérer dans le monde professionnel. Et la dame qui s'occupait de moi me disait, mais non, ici, tu n'as pas besoin de mettre de photos, ni de dire originaire d'eux. Voilà. Tout ça, on n'a pas besoin de ça. Ici, la dame m'a dit, on se focalise sur vos compétences et c'est ce qui suffit. Nous allons pouvoir continuer cette discussion et j'entendrai bien votre son de cloche, vous qui êtes de la diaspora africaine mais installée en France. Nous allons parler de la question de la langue. Alors, il y a des ponts ça et là, chacun essaie d'apporter une solution. Avez-vous jamais entendu parler du camp franglais? Du camp franglais, camp franglais, c'est juste ce mélange d'interférences linguistiques des personnes issues d'origine anglophone, par exemple, qui parlent un français qui est très influencé par la langue anglaise. Et ces phénomènes existent à tous les niveaux. Je me dis même en ce qui concerne les langues africaines, les langues indiennes ou encore les langues arabes, l'arabe, par exemple, en général. Il y a beaucoup de phénomènes d'interférences linguistiques à ce niveau-là. C'est ça le camp franglais. Les retrouvez-vous, ceux qui parlent du camp franglais en Angleterre parfois ou pas du tout? Non, moi je ne connais pas forcément cette expression-là. Mais par contre, je suis oui, pour l'influence de la langue anglaise en Afrique. Moi, je suis vraiment pour ça. Je serais pour que... Moi, je dirais le contraire, par contre. Il faut laisser la liberté à chacun, à chaque pays, de conserver la langue. Il faut saisir l'opportunité parce qu'on est dans un monde, dans le cadre de la mondialisation, l'internationalisation des échanges. L'anglais a un poids nettement plus important que le français. Et donc, moi, je pense que nos peuples, nos pays doivent... Êtes-vous d'accord, monsieur? Non, je ne suis pas d'accord. Parce que la question de la langue, c'est un véhicule de communication. Je crois qu'il y a lieu d'apprendre l'anglais tout en conservant sa langue naturel qui est le français par exemple. Quand vous dites naturel, on voit que pour vous ça coule de source. Oui, alors, ça coule de source. Si vous êtes d'accord, nous revenons à cette discussion. Nous partons découvrir pour ceux qui ne connaissaient pas ce que c'est que le camp franglais. Donc dans CAM, il y a Cameroun, pour ceux qui ne le savaient pas, qui est un pays anglophone, non, un pays bilingue, pardonnez-moi, où on parle à la fois l'anglais et le français. Je me dois de préciser que ça n'est pas... tout le monde qui parle à la fois les deux langues, mais en fonction des régions. Donc le sud, on parle du sud-ouest, du nord-ouest du Cameroun, où on parle, c'est une région anglophone, et le reste du Cameroun étant francophone. Mais il y a ce qu'on appelle des créoles. Hein, le pidgin English, c'est du créole d'anglais.
auquel parfois il y a de belles surprises parce que localement on rajoute quelques épices de langue, ça et là. Au Cameroun, il y a 250 ethnies, ça fait beaucoup de langues. On découvre donc ceci, c'est du camfranglais, c'est chanté. Il y a de la traduction. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Je go chez les Watts, nous falla les dos. La galère du Camer, toi-même tu know, tu bolo, mais où sont les dos? Mon frère, je te jure, je suis fatigué. J'ai tout fait, j'ai tout pour chasser le gay. J'ai wash les voitures, il n'y avait pas moyo. J'ai tout les chaussures, il n'y avait pas moyo. Nos poissons, les chenilles, il n'y avait pas moyo. Alors je chatte, que c'est trop, il faut que je go. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Je go chez les Watts, nous fallons les mousses. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Si tu vois Manga, dis-lui que je pars. La galère du Camer, toi-même tu know, tu bolo, mais où sont les dos? Le pater, la mater et les mbindires. On deny que je go, mais je go vitesse. Il ne faut pas qu'il know que j'ai envie de go. Je le veux seulement qu'il know quand je suis déjà go. Dès que je go, va le chat à tous les gars du quat, à toutes les go du quat, que ça gâte, ça gâte. Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Si tu vois Manga, dis-lui que je pars. Quand tu sors la télé, tu vois que chez les Watts, est-ce qu'on se fait même dingue? Tout le monde est bat. Dès que je tombe là-bas, je roule un bolo, n'importe quel bolo qui peut me guider les dos. Promener le chien, moi je vais bolo. Laver les cadavres, moi je vais bolo. Même épouser les veuvins, moi je vais bolo. Fais quoi, j'aurai les deux. Fumban, je vais go. Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Je go chez les Watts, nous falla les dos. La galère du Camer, toi-même tu nous. Tu bolo, mais où sont les dos? Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Dis-lui qu'il n'y a plus le bonda, de lui dire adieu. Parce que les go aiment just, c'est le bonda qu'elle lost. Or le bonda, c'est les dos, il faut que je go. Entre les dos, si je go, et le ndolo de ma go. Je tiens le ndolo, mais sans les dos, y a pas ndolo. Il nous faut les dos, il faut que je go. Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Dis-lui qu'il n'y a pas de pète, je vais jamais la forget. Si tu vois ma go. C'était donc du camfranglais avec un pot. Vous connaissiez, en aviez-vous entendu parler? S'il n'y avait pas eu la traduction, pensez-vous que quelqu'un qui s'exprime ainsi puisse réussir en Angleterre? Puisque je le rappelle, notre sujet, c'est l'Afrique à Londres. Moi, je pense que oui, parce que les Anglais aiment bien tout ce qui est lié à leur langue. Et à chaque fois qu'on rajoute des notions anglaises dans une chanson, les Anglais sont beaucoup plus ouverts que si c'est chanté uniquement dans la langue française. J'ai dû vous interrompre tout à l'heure. Alors, vous nous expliquiez que c'est bien que d'apprendre l'anglais en tant que personne de la diaspora africaine si on veut réussir en Angleterre et s'investir dans le système économique notamment, car il faut pouvoir réussir. Mais cependant, disiez-vous? Non, je voulais dire, lorsqu'on est en France, par exemple, on peut apprendre l'anglais comme une seconde langue. Mais pour besoin d'investissement, par exemple d'intégration en Angleterre ou dans tout pays anglophone, il est important qu'on apprenne effectivement la langue anglaise. Mais je suis contre le point de vue de David qui prétend, il veut bien le monopole de l'anglais, que l'anglais soit premier dans toute l'Afrique. Moi, je ne pense pas, parce que ce serait une sorte, j'appelais ça une décision dictatoriale, à un certain moment, imposer une langue anglaise, alors que... N'est-ce pas ce que c'est que la francophonie déjà, ce que vous dénoncez là? Oui, la francophonie a également fait le même travail pour essayer un peu de pérenniser la langue française. Mais moi, je dis que chacun devra rester libre
en ce qui concerne le choix de la langue. Sinon, nous serons prêts à supprimer même les 250 dialectes Mais pour être compétitif économiquement, parce que quand il y a un forum économique comme celui que vous organisez, c'est une question de compétitivité, c'est une question d'émergence à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle du continent africain, sur des terrains autres que la francophonie, pour ne pas parler de la France, de la Belgique et d'autres encore. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de faire cet effort-là ou il faut y aller avec deux poids, deux mesures? C'est nécessaire d'apprendre vraiment l'anglais dans toute sa profondeur. Mais supprimer une langue parce que... L'un n'empêche pas l'autre. Alors, quel est votre commentaire sur ce que vous venez de voir? Connaissiez-vous, encore une fois, ce camp franglais? Est-ce que vous en avez entendu? Cela vous parle-t-il ou pas du tout? Si, j'ai rencontré certains artistes camerounais et je rencontre souvent des amis camerounais qui parlent le camp franglais quand ils parlent. Mais j'ai la facilité de comprendre les camps franglais parce que c'est exactement comme vous avez dit, c'est un créole. Mais ces créoles, la plupart des mots se trouvent en français et dont les phrases se terminent par, je dirais moi, les radicaux anglais, comme go, souvent qui revient, go, go. Et il y a des mots qui sont empruntés des langues d'origine camerounaise telles que Ndolo. Quand il parle de Ndolo, c'est une nourriture, un repas. Ndolo, c'est l'amour. Ndolo, c'est un plat, en effet. Ndolo, mais il y a des mots qui dérivent. Qui permettent de s'y retrouver, voulez-vous dire? Oui, facilement en camp franglais. Alors, parlons des femmes. Je voudrais que vous exprimiez là-dessus. Dans un forum comme celui-là, monsieur nous disait tout à l'heure qu'il y a des femmes qui sont invitées à intervenir. Mais est-ce que quelques intervenantes règlent le problème de la réalité de la diaspora africaine en Angleterre? Vers quoi se dirigent celles des femmes qui font des activités là-bas, à Londres? Non, ce n'est pas suffisant, bien sûr. Il faudrait bien plus. Il faudrait que, par exemple, au niveau de nos gouvernements en Afrique, il faudrait qu'on accepte de beaucoup plus intégrer les femmes, de beaucoup plus les représenter, leur donner beaucoup plus de postes à haute responsabilité. Ma question était sur l'Angleterre, celle de vos compatriotes, je parle de l'Afrique tout entière, oui, qui émergent en Angleterre. Sur quels sont les créneaux vers lesquels elles se dirigent en priorité? Par rapport à la conférence? Un peu, par rapport à la conférence et par rapport à ce que vous constatez. Elles vont par rapport à la conférence, nous, on aura des femmes qui vont se prononcer sur les questions de gouvernance. Ça, c'est ce que nous avons. Et pour Madame Tout-le-Monde qui est déjà installée là-bas, quels sont leurs créneaux de prédilection? C'est l'entrepreneuriat des femmes. Ça, c'est vraiment ce que les femmes recherchent le plus. Elles veulent se développer, elles veulent s'épanouir. Des secteurs d'activité précis, peut-être? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? C'est par exemple, comme je le disais tout à l'heure, la formation professionnelle, parce qu'on veut renforcer les capacités, notamment des femmes. Non mais pardonnez-moi, j'ai peur de n'avoir pas été clair dans ma question. Est-ce que celles des femmes qui sont déjà en activité en Angleterre sont majoritairement dans la formation professionnelle, c'est ce que vous nous dites? Ou est-ce qu'elles ont des créneaux de prédilection où on les retrouve le plus souvent? Alors je ne sais pas si elles ont des créneaux de prédilection, mais moi je constate que les femmes sont un peu partout. Il y en a dans le domaine de la mode, le domaine vestimentaire, il y a dans le domaine de la restauration. Dans le domaine la coiffure peut-être aussi? La coiffure, il y a aussi dans le domaine des réseaux sociaux, de plus en plus. Forcément avec le monde dans lequel nous vivons. Non, il n'y a pas forcément de domaine de prédilection et je pense que c'est tant mieux parce qu'on ne va pas forcément cloîtrer les femmes dans une cage. Dans un domaine. Là elles aspirent à rentrer partout. Ouais. Pensez-vous, monsieur, que la France puisse servir de passerelle entre l'Afrique et l'Angleterre pour la diaspora au sens large, pour une diaspora qui veut émerger et qui peut-être a fait le tour de la question en France où il y a des ouvertures, mais peut-être avec un peu plus de demandes? Non, mais je pense que la diaspora africaine peut émerger partout où elle est. Pas seulement en passant par la France. Elle peut, mais est-ce que vous constatez que cette émergence est factuelle? Bon, je sais qu'en Angleterre, comme l'a dit David, effectivement, la politique libérale anglo-saxonne ou encore britannique, elle encourage effectivement toute la diaspora ou toutes les personnes qui habitent pour émerger. Et en France, par contre, la difficulté que nous avons, d'abord, c'est le problème de l'intégration, pas seulement au niveau de la langue, mais au niveau même des possibilités d'accès à l'emploi, par exemple, et surtout, dernièrement, il y a le discours sur les jeunes de banlieue, par exemple en France, où on trouve la quasi-totalité, ce sont des jeunes dont les familles sont issues de l'Afrique et du Maghreb et ailleurs, qui n'ont pas la possibilité, effectivement, de s'intégrer. Bon, il y a un problème d'éducation, il y a un problème des langues, il y a un problème également des possibilités d'accès. Je me dis qu'il y a certaines barrières qui sont créées. C'est vrai que la France peut servir de passerelle
pour aider la diaspora à aller intégrer d'autres milieux, d'autres cieux comme l'Angleterre par exemple, pour que les jeunes émergent, pour que les entrepreneurs, ceux qui ont de l'ambition, ceux qui ont des projets, puissent émerger facilement qu'en France. Parce que je ne verrais pas très mal. Alors, quand on voit la situation de l'immigration aujourd'hui, tous les pays de l'Europe sont concernés. Tout le monde se dirige en priorité vers l'Angleterre plutôt que vers la France, s'il faut garder cette approche comparative. Que pensez-vous de cela ? Je pense que le problème, c'est qu'il y a eu au niveau des politiques internes de chacun des pays des dispositions qui ont favorisé ou encouragé. Vous savez, certains pays ont fermé leurs frontières et certains d'autres ont pris des dispositions pour accueillir. Je crois que l'Angleterre est parmi les pays qui a mis beaucoup de moyens, un paquet, pour accueillir tous ceux qui sont réfugiés, qui veulent bien se converger vers là, alors que la France a montré une volonté d'accueil, mais qui est à un certain moment sans mesure d'accompagnement. Et il faut solliciter auprès des maires des soutiens. Alors les maires se plaignent que l'enveloppe de rétrocession n'est pas toujours arrivée à bon moment. C'est ça la difficulté. Oui. Alors on termine sur un point, tout simplement la date de ce forum-là pour nos téléspectateurs. C'est le 31 octobre. Le 31 octobre, 2015. Quelles sont les conditions de participation d'ailleurs ? Il n'y a pas de conditions particulières. Comme je le disais tout à l'heure, toutes les personnes qui sont désireuses de contribuer au développement de l'Afrique sont invitées. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-nous à ladyvousécoute@telesud.com et votre message sera redirigé aux organisateurs. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de cela. Merci. À demain.